Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Tu as juste à cliquer juste en dessous. Et aujourd'hui je suis en compagnie de François Denis. Alors, ça va? Comment ça va? Super, et toi? Ça fait plaisir ou pas? Ouais, super. Donc les gars, aujourd'hui je vais vous présenter François Denis. C'est une machine de guerre. Bon, comme tu connais, quand je te ramène quelqu'un, c'est toujours une machine. Bon, tu me rassures. Bon, de temps en temps, il y a des touristes, mais... Non, jamais. Donc François, vas-y, présente-toi un peu pour les gens de la chaîne. Ouais. Ton parcours, le classique. Tu connais. Alors, j'ai 28 ans, c'est bien de commencer par là. Je suis François, investisseur, entrepreneur, et je suis le fondateur du site riche-à30ans.com. Yes. Alors, j'ai plusieurs arcs, je veux dire... Arc? Flèche à mon arc. Non, oui, flèche. Ouais, tu m'as embrouillé. Flèche. Donc, businessman, parce que j'ai commencé très tôt par le business, notamment des startups. Je suis rentier immobilier aujourd'hui et on me connaît aussi surtout pour la crypto-monnaie en ligne. Donc, tout ce qui est innovation blockchain, investissement dans la crypto, les levées de fonds dans les crypto-monnaies également. Ah ouais, j'ai une bonne présence là-dessus. D'accord. Mais j'ai jamais voulu me nicher en fait, c'est-à-dire que je reste généraliste. Pour moi, c'est important pour avoir un plan d'action qui soit bien défini en fonction des personnes. Et donc, on peut partir sur telle ou telle thématique de l'enrichissement. Et derrière, en fonction de ce qu'on veut atteindre, il y a toujours une solution. D'accord. Pour faire simple. Et donc, du coup, alors, comment tu as commencé à rentrer dans le business? Dis-moi un petit peu comment tu as commencé tout au début. Alors, pour faire simple, c'est vraiment un bouquin qui m'a fait avoir le déclic quand j'avais 18 piges. Alors, je me souviens plus du tout comment je suis tombé sur le bouquin. Alors, c'est pas du tout original, c'est Père riche, Père pauvre. Il est lourd, hein. Il est lourd. Mais je suis content de l'avoir lu à 18 ans et pas à 40. C'est clair. Mais du coup, ce livre m'a fait lire d'autres livres. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur des bouquins d'enrichissement assez connus ou plus ou moins connus. Mais j'ai commencé assez tôt au final. Donc, du coup, à 18 ans, je me suis dit comment on peut faire les choses intelligemment et rapidement pour atteindre la fameuse liberté financière et surtout faire ce que tu kiffes en fait. Okay. Et donc je suis parti sur l'immobilier, un peu la bourse aussi, pour me sécuriser. D'accord. Donc du coup, je suis devenu rentier immobilier parce que j'ai plus besoin en fait de travailler puisque les loyers rentrants sont bien supérieurs à mon niveau de vie. Ah bah attends, tu vas trop vite. Donc ça c'est Attends, mais t'as été rentier en combien de temps? T'as fait ça? T'as acheté combien d'appart? Là j'en ai 8, j'en ai revendu un mais actuellement j'en ai 8. Après je focus vraiment parce que ça veut rien dire, il y en a qui en ont 20 et qui ont moins de cash flow que moi. Sûr. Je me focalise sur vraiment ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire vraiment ce qui rentre dans ta poche à la fin. C'est-à-dire qu'un bien, pour moi, je vise au moins 1 000 € net de cash flow dans ma poche. Ah ouais. Donc ça passe par des colocations, mais vraiment, pas essayer de faire 25 biens pour avoir la plus grosse, mais clairement avoir des biens par contre super rentables. Donc ça a pris quelques années. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et tout ça, en fait, en parallèle de mes études. J'ai utilisé le levier en fait de la sécurité des études, des parents qui sont derrière. Je suis vraiment parti de zéro, Bien joué. mais en montant les choses en parallèle et de façon intelligente. Et à ce moment-là, quand tu as été rentier, combien te génèrent tes loyers là? Là, on doit être, je dis on parce qu'on vient d'investir avec ma chérie, on doit être à 5 000, entre 4 500 et 5 000 €. Félicitations mec. C'est pas mal. Je pense qu'il y a de quoi être confortable déjà. Mais c'est surtout pour ça en fait, c'est-à-dire que j'ai voulu à côté à la fois prendre plus de risques sur ce que je voulais faire et faire ce que je voulais faire vraiment, kiffer. D'accord, ok. Et donc après pour répondre à ta question, je suis parti sur du vrai entrepreneuriat, c'est-à-dire lancer des business et j'ai commencé par des startups. Ok. Voilà. Donc du vrai business physique. Ah direct, mais tout ça c'est devenu, en général, start-up direct comme ça, comment ça s'est devenu? À l'école où j'étais, ce qui est une école d'ingé, mais il y avait un peu des cours d'entrepreneuriat en fait. Et il y avait à un moment donné, il y avait un projet sur lequel on devait travailler. Et nous, on a été super loin du coup. On l'a lancé vraiment, on a fait des concours nationaux, on a fait des concours européens pour pouvoir lancer le truc. Donc ça, c'était une école qui est à Paris. On l'a lancé et c'était en 2013-2014. Et là, pour la première fois, ça a été commercialisé en automne 2018. Ah ouais. Donc tu vois, ça met du temps, ça met 5 ans. Ça, c'est la start-up. Quand même. Et en parallèle, je suis allé aux États-Unis en 2015-2016. Et là aussi, j'ai monté une autre start-up thématique complètement différente. La première, c'était l'impression 3D. Et la deuxième, c'était dans les énergies renouvelables. En gros, on voulait mettre tout ce qui est énergie photovoltaïque à New York, parce que j'ai fini mes études là-bas.
Et donc, elle est toujours d'actualité, c'est-à-dire que moi, je suis plus dans cette entreprise, mais je chapeaute, donc j'ai toujours des parts en fait. T'as gardé des parts? J'ai gardé des parts, je travaille plus dedans. Mais c'était ma deuxième expérience. Je voulais avoir aussi une expérience aux États-Unis, parce que c'est pas du tout le même état d'esprit en France. Donc c'était cool. Il n'y a qu'à voir les commentaires qu'on aura. C'était cool. Et donc voilà, ça c'était ma deuxième expérience entrepreneuriale. Et après, j'ai switché sur des business 100% en ligne, des business web, qui sont beaucoup plus scalables. Le bénéfice est beaucoup plus important. Et en fait, tu peux beaucoup plus te libérer. Et surtout, le profit est direct. C'est-à-dire qu'une start-up, il faut se dire que pendant des années, on va galérer, on va pas faire un seul pécule. C'est-à-dire qu'on va lancer le truc et peut-être, dans 5 ans, on va pouvoir gagner un max d'argent. D'accord. Et mais comment tu fais pour lancer une start-up si tu n'as pas de fonds, tu n'as rien? Comment ça se passe en fait? Alors, c'est le principe. C'est-à-dire que tu n'as pas de pognon quand tu commences. Soit tu commences avec ce qu'on peut appeler le love money, c'est-à-dire que tu as de l'argent qui peut venir de la famille, toi tu en as un peu de côté, tu as tous les personnes au sein de l'entreprise qui peuvent mettre un petit peu. Après, il va falloir vite passer en fait par les levées de fonds classiques. Alors, c'est pas de l'entrée en bourse, c'est pas des grosses entreprises, c'est des startups, mais ça t'apprend à pitcher ta startup, à pitcher ce que tu fais, de passer devant des investisseurs, et derrière, oui, on peut te donner de l'argent. D'accord, ok. Alors, après, si je peux conseiller quelqu'un là-dessus, de pas forcément au début de vouloir embaucher des gens, des salariés, parce que pour embaucher, il faut de l'argent. Par contre, on peut être intelligent et au lieu de donner de l'argent, on donne un tout petit bout de l'entreprise. C'est-à-dire que non seulement on ne sort pas de l'argent, mais par contre, ça engage la personne à vraiment taffer pour faire croître l'entreprise et pas taffer pour le salaire. Parce que ça se trouve, il n'en a rien à faire, il veut être là juste à court terme pour avoir son salaire. Alors quand tu lui donnes une bout de l'entreprise, tu sors pas de l'argent de ta poche et derrière le mec est super engagé. C'est un peu ce qu'avait fait Facebook et qu'à la fin il y avait des personnes qui avaient 0,001% de Facebook, mais je préfère avoir 0,001% de Facebook qu'avoir le SMIC pendant 3 ans. Ouais, c'est clair. Donc c'est le principe. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, comment t'en es arrivé à... Parce que là, tu as fait business en ligne, comment tu en es arrivé aux crypto-monnaies? Alors, en fait, c'est là tout est lié en fait. C'est parce que quand je suis allé aux États-Unis, on était dans tu sais, ce qu'on voit dans les films, les grands open space énormes ici, où au milieu, tu as des canapés, tu as un piano, tu as un baby-foot. C'était ça. Ouais. Et en fait, tu avais genre 25 entreprises. D'accord. C'était vraiment un open space énorme, super moderne. Et ils étaient tous dans l'innovation. C'était des ingénieurs, bon, il y avait des marketeurs évidemment, mais c'était pas mal dans l'innovation. Et au bout d'un moment, je vois plusieurs fois le même mot passer que je connais pas, le mot blockchain. Okay. Genre, je crois que l'entreprise elle s'appelait SolidX. Et je voyais, ils cherchaient développeurs en blockchain, machin. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais voir les mecs au bout de 6 mois, juste par curiosité, mais c'est quoi la blockchain en fait? Et là, ils commencent à m'expliquer Bitcoin, cryptocurrencies sur la blockchain. Et c'était en 2014-2015. J'ai fait plusieurs mois de recherche, donc ça m'a passionné direct. Ça, c'est le côté innovation, le côté technologie. Et évidemment, j'ai investi. J'ai investi de suite. Je peux te dire que du coup, à l'époque, pour n'importe quelle personne qui investissait à l'époque-là, on a tous fait des gros profits. C'est-à-dire que l'Ethereum à $2, après il a été à $1 400, on s'est gavé. Donc, et n'importe même pris de l'Ethereum, putain, t'étais chaud. L'Ethereum à $2, ouais. Ah ouais, t'étais chaud. Mais oui, mais après, en tant que tel, c'était pas énorme à l'époque. Ouais. J'ai pas mis tous mes vêtements, ma maison, mais clairement, oui, on a acheté plus ou moins tous pareil, ceux qui venaient de découvrir les crypto-monnaies à cette époque aux États-Unis. C'était pas très hype et pas du tout buzz comme en 2017. Mais clairement, on s'est fait pas mal d'argent du coup. J'avoue. On s'est fait pas mal. Mais sans parler d'argent, c'est là vraiment que je me suis passionné par la blockchain. C'est à la fois le côté financier, ça c'est mon côté investisseur, et le côté tech, ça c'est mon côté ingénieur. D'accord. Et les deux ensemble, c'est ce qui a fait que j'étais passionné par ça. Et depuis 2014, j'ai investi, je vais chercher les nouvelles pépites qui sortent sur les marchés crypto. Je forme les gens sur la blockchain. Je donne à la fois des cours vraiment pour les novices et j'interviens des fois au Crédit Agricole par exemple pour leur expliquer comment la blockchain peut être appliquée à la finance. Des trucs super pointus. Tu travailles pour le Crédit Agricole? Je travaille pas mais je donne des conférences à Montpellier notamment.
Ok, et de toute façon, mais je mettrai un lien pour tous les gens qui sont intéressés. Là, par exemple, je vais faire un TEDx Talk, donc les conférences TED, et ça sera sur la blockchain appliquée en fait à la vie de tous les jours et comment on va tous être impactés par la blockchain. Pas que forcément le côté financier, mais pourquoi on va tous être impactés, comment on a été impacté par Internet. Conférencier TED, quoi. Ouais, tu l'as ça placé claque, normal. Bien ça joué, claque. Ça fait plaisir. Et j'avais 2 questions. Dis-moi. Tu as fait quoi avec les investissements que tu avais fait à l'époque, Bitcoin et Ethereum? Tu les as laissés ou Je les ai toujours. J'ai fait une grosse erreur sur l'Ethereum quand il est passé à $80. Ouais. J'en ai revendu la moitié. J'étais refait, c'est passé de $2 à 80. Je fais wow, trop bien. Et après, j'ai vu passer de 80 à 500 à 1000 à 1400. Bon, en tant que tel, ça va, mais parce que j'en ai revendu que la moitié, donc j'en ai toujours. Ouais. Mais quasiment, en fait, 95% de mon portefeuille, je l'ai pas touché. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je fais un peu de trading, du swing trading, parce qu'il y a des tendances, ça c'est des mathématiques, ça s'appelle le chartisme. Mais 95%, je l'ai pas touché depuis plusieurs années. Ouais. Ok. Ouais, j'attends encore que ça. J'en ai pas besoin en fait, c'est ça. Ouais, j'ai l'avantage de pas avoir besoin de cash out, comme on dit, de sortir en euros. Ah ouais, donc du coup, t'es bien là. Et ça, on peut dire ça. En fait, mon objectif, c'est d'atteindre le portefeuille à 7 chiffres. D'accord. À ce moment-là, je me repose la question de qu'est-ce que je fais avec. D'accord, mais pas avant. 6 chiffres. Pas avant. Là, il est à 6 chiffres. Ouais. Il a 6 chiffres. D'accord. Donc 6 chiffres, ça veut dire, les gars, qu'on est au moins à 100 000. C'est ça. Je te dirais pas la somme exacte. Okay. Je te dis pas exactement, mais ouais, c'est ça. C'est un portefeuille. Ok, et bon, fameuse question, parce que là, il y a eu le buzz en 2017. On a vu tout le monde acheter des Bitcoin. C'est cassé la gueule dramatiquement en 2018. C'est descendu comme je sais pas quoi. Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir en Bitcoin? Est-ce que ça va mourir le Bitcoin? Est-ce que c'est mort? Non. Alors déjà, première chose, les gens regardent ce qu'on appelle le all-time high, c'est-à-dire qu'ils regardent tout le temps que le maximum. Ouais. Par contre, ceux qui regardent vraiment les tendances, ils regardent le minimum. Et si tu regardes le minimum du Bitcoin depuis sa création, il fait qu'augmenter. Okay. C'est-à-dire que même le minimum en fait de 2018 est supérieur au minimum de 2017. Et pourtant, en 2017, c'est là que ça avait super monté. Donc première chose, donc ça veut dire que c'est une vraie tendance haussière. Si on coupe vraiment tout ce qui est bulle, tout ce qui est super fluctuation, on regarde vraiment que ça. Il y a une tendance technologique et financière. Financière, comme je l'ai dit, c'est toujours sur une tendance haussière parce qu'on pourrait très bien repartir sur quelque chose qui se casse la gueule vraiment. C'est pas le cas. Après, niveau de technologie, je suis super serein parce qu'il n'y a que regarder ce qui se fait depuis que ça a craché. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se mettre en place sur tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie. Les gens ne le regardent pas, ça. C'est des choses en sous-marin, en fait, qui se passent. Quand tu vois que Facebook prend des dizaines d'employés de développeurs blockchain, c'est pas pour une mauvaise raison. Là, s'il y a Marc qui s'y met, c'est que là, il y a un truc. Starbucks, j'en passe, c'est des meilleurs. Même au niveau des États-nations et au niveau des gouvernements, il y a des choses qui se passent. Donc non, ça se cassera pas la gueule. Ok. Non. Mais du coup, j'avais entendu dire que comme si elle est... Alors, tu vas me corriger si je me trompe, mais comme si il y a maintenant des gros investisseurs qui peuvent... Exactement. Et du coup, ça casse pas le marché ou un truc comme ça? Ah non, c'est l'inverse. Ce que tu es en train de dire, on va essayer de le faire simplement, c'est ce qu'on appelle les fonds institutionnels. En fait, qui peuvent se placer uniquement si l'actif financier est backé derrière par l'AMF ou la SEC. Donc l'AMF, c'est les marchés financiers en France et la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF aux États-Unis. D'accord. Et donc, tant qu'il n'y a pas l'actif qui est backé par l'AMF ou la SEC, les investisseurs institutionnels ne peuvent pas se mettre dessus. Parce que c'est soi-disant du bullshit. Et en France, ça a été annoncé par la loi Pacte, article 26, en octobre. Ça a dit que la France allait mettre ça en place à partir de mars 2019. Donc ça veut dire que maintenant en France, à partir de mars 2019, on peut, les investisseurs institutionnels, se placer dessus. C'est-à-dire que tu as genre des milliards de dollars qui vont arriver sur le marché des cryptos. T'en conclus ce que tu veux, mais après un éclatement de bulles et des news comme ça, moi je me place maintenant. Ouais, et là ils sont pas encore arrivés là alors. Ils sont pas, c'est super lent. En plus c'est la France, c'est un gros pays, c'est pas aussi facile. Il y a des plus petits pays qui arrivent à le faire facilement parce que c'est des petits pays. Donc en gros 2019 c'est l'année de la régularisation des cryptos qui fait que ça va donner une impulsion et après c'est la bérésine. En 2020-2021 ça va exploser.
Non, mais attends, donc logiquement, enfin, dans ma tête, hein, je me dis, si jamais les gars ils viennent, ils mettent des milliards Oui. dans En fait, ils sont en train de se placer actuellement. Sauf que tu le vois pas, ils manipulent un peu le marché pour pas que ça se voit, parce qu'imagine, ils mettent 10 milliards d'un coup, oui, ça va se voir, monter. ça va. Mais ils font en sorte que ça se voit pas. D'accord, ok. Voilà. Donc il faut se placer maintenant. Moi, je fais comme les gros, hein, personnellement. Parce que, est-ce que tu fais comme Tata Janine ou comme les gros? Je fais comme les gros. Ouais, parce que beaucoup font comme Tata Janice. Exactement. Et Comme oui, en 2017, ils perdent tout après. Voilà, ils n'étaient pas cons en 2017, ils sortiraient du marché. Ok, donc bon, alors maintenant les gars, ils ont vu la vidéo, ils disent ok, je suis chaud là. Surtout que du coup l'interview, je vais sortir rapidement celui-là parce que pour pas que. Ouais, mais c'est ça, il y a des opportunités, ça c'est sûr. Donc du coup le gars, il est débutant, il se dit ok, je suis chaud, je veux investir. Comment je fais? Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça? J'ai des conseils. Alors, déjà, il faut voir en fonction du profil de la personne, de ce qu'elle peut investir, de ses objectifs. Ouais. Pareil, on va pas se dire de suite, on peut faire un x100 directement. C'est possible, c'est déjà arrivé, ça arrivera de nouveau. Mais faut bien prendre en compte plusieurs choses, l'analyse des projets. Il faut le faire vraiment comme un investisseur, un business angel. Okay. C'est le conseil que je donne tout le temps. On investit sur le marché des cryptos comme on investit quand on est business angel. Okay. On analyse la team, qui sont les mecs derrière, les projets. Quel est leur projet, quel est leur roadmap, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les 3-4 années à venir. Tu parles de la monnaie là? Ouais, enfin de chaque token, de chaque crypto-monnaie. Okay, en fait, ça il faut se le dire, c'est que les crypto-monnaies, c'est pas des monnaies. D'accord. Et derrière, il y a des gens qui travaillent. Il y a des ingénieurs, il y a des marketeurs, il y a des commerciaux. C'est une vraie entreprise, chaque crypto. Donc si tu prends une crypto au hasard, tu dis je prends le top 10 et j'investis dessus, tu regardes pas qui y a derrière, tu as une chance sur 2 de prendre une arnaque. Et une chance sur 2 d'avoir un projet qui ne tient pas la route. D'accord. Donc, et même si tu regardes le top 10 d'il y a 5 ans, il doit rester 2 cryptos sur le top 10. Enfin bref, tu n'investis pas juste comme ça. Okay. Il faut vraiment analyser en fait ce qu'il y a derrière. Donc, et ça, c'est mon job. Je passe quasiment la plupart de mon temps à lire ce qu'on appelle des white papers. Les white papers, c'est les fameux papiers blancs qu'on met sur le site officiel du truc. C'est un peu le dossier où tu as tout dedans. Des fois, ça va un peu long au niveau de la technique, il y a des formules mathématiques. Mais c'est un peu mon job aujourd'hui. Donc je le fais pour moi et je le partage maintenant à ma communauté. C'est-à-dire que si tu es dans mon groupe privé, je te le donne l'information, tu n'as plus qu'à faire copier-coller, encaisser quoi. Ok, donc toi en fait tu es un chercheur de pépites quoi. Exactement. En fait je le fais déjà pour moi. Donc non seulement je fais de l'argent sur ce que j'investis, et après en partageant mon savoir à cette valeur massive, parce que ça vaut beaucoup d'argent, c'est un autre business aussi pour moi. Surtout si tu fais x100. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien juste en dessous. Si avec ceux plaisir. qui veulent rentrer dans ton groupe privé. Écoute, franchement, merci d'avoir partagé tout ça, surtout au niveau des crypto-monnaies, la petite opportunité là. Mais ouais. Voilà, hein, c'est tout. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, encore une fois, essayez de surfer sur la bonne vague, suivez les bonnes personnes. Faites toujours votre propre recherche, parce que pareil, c'est pas parce qu'il y a un clampin sur YouTube qui vous dit un truc, même moi le premier, faites votre propre recherche. C'est super important, quel que soit le marché, et réfléchissez bien par rapport à ce que vous voulez, encore une fois. Du coup, ça me rappelle la phrase de Warren qui disait, en fait, quand tout le monde a peur, moi j'achète. Voilà. Quand tout le monde est content. Be greedy, comme il disait. Voilà. Faut être à l'inverse psychologique de la tendance globale. Et pourtant, c'est c'est pas facile. Ouais, c'est contre nature. Quand tout le monde achète, tu dis, tout le monde a acheté, il faut que j'achète. T'as le marché qui personne achète, quasiment. Enfin, le particulier n'achète plus. Pourtant, il va racheter quand ça va refaire la prochaine bulle. Ils vont racheter. Ouais, ça sera encore plus impressionnant, mais ils vont racheter. Ouais, donc toi, c'est la psychologie de marché. Pour toi, 2020-2021, ça va péter encore plus que 2017. Ah oui, clairement. Ah ouais. Alors, si tu regardes vraiment que les mathématiques, oui, j'aime les mathématiques. En fait, ça suit un logarithme quasiment parfait. Le logarithme, c'est l'inverse de l'exponentiel. L'exponentiel, ça fait ça. Le logarithme, ça fait ça. Et ça suit depuis la création du Bitcoin. Alors, ça va un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, mais clairement, ça suit le logarithme. Et le logarithme, il nous dit quoi? Il peut prévoir que le Bitcoin va atteindre 100 000 $ à peu près à la période de 2021. En été 2021. Alors, ça peut sortir légèrement du logarithme, ça peut être avant, ça peut être après. Mais ça suit le truc parfaitement. C'est juste affolant. Bon, il va falloir que je me place. Donc, quand tu sais tout ça, c'est pour ça que je te dis, tu fais tes recherches, tu t'informes, tu n'écoutes pas les médias, parce que les médias, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est comme les banques, c'est un conflit d'intérêts, on appelle ça. Ils ont tout intérêt à dire le contraire, pour pas que vous vous enrichissiez.
Clairement. Mais oui, faites vos recherches, suivez les bonnes personnes et quand vous savez ça, vous êtes super serein en fait. Et même une fois que tu as investi, tu n'as plus envie de ressortir du marché parce que tu sais ça. Donc même si ça se casse un peu la gueule, tu continues. Et tu n'as pas le stress. Tu es vraiment serein. Ok, donc là, tu penses ça pour le Bitcoin, l'Ethereum aussi? Oui, le marché global. La plupart des cryptos suivent la tendance du Bitcoin. Ça a tendance la part du Bitcoin proportionnellement par rapport aux autres cryptos tend à diminuer, parce que Bitcoin c'est comme le roi des cryptos, mais clairement ça suit la tendance. Donc si le Bitcoin explose, le marché des cryptos globalement explose. Il va tirer tout le monde. Ouais, clairement. Ok. Tu sais tout. Ce que tu vas faire après ça. Voilà. Ok, merci, ça fait vraiment plaisir. Oui, plaisir encore une fois. Ouais. Et faites de l'immobilier si vraiment vous avez peur d'investir sur les cryptos. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Après, ça. ça faisait du profil aussi, ouais. Alors, juste rajouterai un dernier truc, c'est plus pour faire ma pub, mais j'ai sorti un bouquin qui parle des deux en fait. Ok. Voilà, c'est Immo Bitcoin et ça explique comment. Alors, j'utilise le marché de l'immobilier pour dire comment il va être impacté par la blockchain et par les cryptos. Ça reste un exemple parce que ça va être impacté par tous les marchés. Mais en fait, j'ai pris mes deux expertises là où les personnes me connaissent le plus, c'est-à-dire l'immobilier et les cryptos, et j'en ai fait un bouquin. Voilà. Ok, super mec. Voilà. Oui, en plus, mais je savais en plus. Ouais, t'as bien fait d'en parler parce que j'avais oublié. Donc, je mettrai le lien aussi de ton livre. Je suis plutôt fier de mon bouquin. Donc tu vois, j'en parle. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien. Moi aussi, il faut que j'écrive un bouquin, moi aussi. Alors, pour quand? Vas-y, dis une date. Non. Dis-le. Non, attends, tranquille. Peut-être 2020, alors, vas-y. 2020. Il y a le peut-être. Voilà. Ça, c'est pas bon. Quand il y a un peut-être. Non, mais tranquille. Bon, ok, c'est bon, c'est tout. N'hésite pas si tu as des conseils. Non, mais voilà, je pense que là, c'est tout. On a fait le tour. Franchement, merci pour toutes les pépites que tu as données dans cette vidéo. Du coup, moi, je vais me pencher sur cette histoire de Bitcoin, là. Ouais. Sérieusement. Toi aussi, hein, si jamais tu veux. Et surtout, te former, si jamais tu veux faire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un j'aime, mets-moi un joli commentaire en dessous. Surtout, si jamais tu as une expertise, tu as toujours mon lien pour accéder à ma conférence en ligne pour gagner 10 000 € par mois, le plus rapidement possible. Et d'ici là, les gars, on reste déterminés. Yes.